On a tous un peu cette image en tête, hein, c'est presque du cinéma. Un géant de l'automobile au sommet, applaudi partout, et puis, du jour au lendemain, il devient ce fugitif mondialement connu. C'est l'histoire incroyable de Carlos Ghosn. Oui, une trajectoire absolument sidérante, c'est vrai. Et pour bien comprendre, il faut peut-être revenir un peu en arrière, non? En 1999, Nissan, c'était un colosse au pied d'argile. Au bord de la faillite, plus de 20 milliards de dollars de dettes. Ah, la situation était critique, vraiment critique. Un paquebot qui coulait, clairement. Et c'est là qu'arrive Carlos Ghosn, Libanais, polyglotte, envoyé par Renault qui venait de signer une alliance. Il était un peu perçu comme le sauveur, l'homme providentiel, Exactement. l'homme de la dernière chance. Donc aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça. Comment il a réussi ce sauvetage? Pourquoi cette chute brutale quand même? Et puis cette évasion du Japon, rocambolesque? Et où on en est aujourd'hui? On va explorer ça avec les infos qu'on a. Allons-y. Alors, justement, ce gosse, il ne sortait pas de nulle part. Il avait déjà un parcours avant Nissan, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves. Né au Brésil, il grandit au Liban, puis il fait de brillantes études d'ingénieur en France. Polytechnique, les mines, Un parcours d'excellence. voilà. Et très tôt, il a cette dimension internationale. Il parlait déjà 4 langues avant 30 ans, il a commencé chez Michelin, puis il est passé chez Renault. C'est là qu'il s'est fait remarquer, je crois? Oui, en Amérique du Sud notamment. Il a redressé la filiale qui était en difficulté. C'est là qu'il a acquis cette réputation un peu de cost killer, le tueur de coûts. D'accord, donc quand Renault s'allie à Nissan en 99, qui est en pleine crise, c'est logiquement lui qu'on envoie. Mais l'état de Nissan, 20 milliards de dettes, 46 modèles mais à peine 3 rentables, ça semblait presque insurmontable, non? Objectivement, oui. Beaucoup le pensaient. Surtout en interne chez Nissan. L'entreprise était sclérosée, la dette bien sûr, mais aussi une culture très rigide, très hiérarchique. Et l'arrivée d'un étranger, en gajin comme on dit au Japon? Exactement. Un gaijin numéro 2 opérationnel envoyé par Renault. C'était déjà un choc culturel énorme avant même qu'il annonce quoi que ce soit. Et il n'a pas fait dans la dentelle. Il arrive et il promet. Retour aux bénéfices et dette remboursée en 3 ans. Ça a dû paraître complètement fou à l'époque. Fou et surtout très arrogant pour certains. Mais il l'a fait. Avec une méthode, Radical. C'est le fameux Nissan Revival Plan. c'est là qu'il devient le cost killer. C'est là que ça prend toute son ampleur, oui. Il annonce la suppression de 21 000 emplois. C'est énorme, environ 14% des effectifs. Au Japon, avec la culture de l'emploi à vie, c'était un traumatisme absolu. Impensable, presque. Il ferme 5 usines japonaises, il coupe dans les fournisseurs, il brise les liens traditionnels du kairetsu, et, mesure très symbolique, il impose l'anglais comme langue de travail officielle. Ah oui, quand même. Pour casser les barrières internes et ouvrir à l'international, j'imagine. C'est ça, une rupture totale avec les pratiques managériales japonaises traditionnelles. Une vraie révolution culturelle, menée par un étranger. Ça a dû susciter des résistances terribles, non? Comment ça a été vécu? Sur le coup, c'était très ambivalent. D'un côté, un choc, de la colère, de l'incompréhension face à cette brutalité. Mais de l'autre, et c'est ça la clé, les résultats sont arrivés très très vite. C'est ça qui a tout changé. En grande partie. Dès 2000, un an après, Nissan était de retour dans le vert. Et en 2002, les objectifs du plan étaient atteints. La dette, quasi épongée. Ce succès, quasi miraculeux, a forcé le respect. Et même l'admiration. Il est devenu une icône, alors. Une superstar. Au Japon, c'était une idole. Il y a même eu des mangas sur lui. Et une icône mondiale du management. Son audace avait payé, clairement. Il devient cette figure incontournable, il fréquente les chefs d'État. Mais l'histoire n'est pas finie, il y a eu d'autres épreuves après ça. La crise financière de 2008, par exemple. Oui, 2008, ça a été un coup dur pour tout le secteur auto. Les ventes se sont écroulées partout. Nissan a souffert, comme les autres. Et comment a-t-il réagi cette fois? Stratégique. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des modèles importants. Exactement. Il y a eu la sportive GT-R en 2009, pour l'image, et surtout, le gros coup, la Nissan Leaf en 2010. Ah oui, la voiture électrique. La première voiture 100% électrique de grande série pour le marché mondial et à un prix, relativement accessible pour l'époque. C'était un pari énorme. Beaucoup doutaient. Mais ça a marché. Un succès mondial. Ça a vraiment positionné Nissan comme un pionnier de l'électrique. Ça montre bien sa capacité à voir loin, à transformer une crise en opportunité, en quelque sorte. Et à peine cette crise surmontée, il y a eu le drame de Fukushima en 2011.
terrible catastrophe humaine, mais aussi économique pour le Japon. Ça a dû toucher Nissan durement. T'es touché. La chaîne logistique, brisée. Et là aussi, il a géré efficacement. Il a piloté la reconstruction, la reprise. Ça a pris du temps, environ 3 ans pour revenir au niveau d'avant. Mais sa gestion de ces crises successives, ça a sans doute renforcé son image. Celle du leader indispensable qui tient la barre même dans la tempête. Cette capacité à rebondir, puis l'expansion avec Mitsubishi en 2016, il devient le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, un mastodonte. On a l'impression qu'il est au sommet absolu de sa puissance. C'est exactement ça. L'apogée. Est-ce que c'est aussi là que les problèmes commencent à couver en interne, que les fissures apparaissent? C'est une analyse très probable, oui. Cette concentration de pouvoir était inédite. PDG de Renault, PDG de Nissan, président de Mitsubishi, chef de l'Alliance. C'était immense. Et si ça montrait sa réussite, ça a aussi pu nourrir des craintes, des jalousies. Surtout au Japon, hein. Oui, surtout là-bas. Le ressentiment montait. Son salaire, jugé pharaonique, on parle de 17 millions de dollars par an, tout compris. Et puis cette impression que Renault, donc la France, prenait trop de place, menaçait l'autonomie de Nissan. L'équilibre de l'alliance semblait de plus en plus précaire. Et c'est là qu'on commence à parler de complot. C'est une théorie que Gosn défend, mais est-ce qu'il y a des indices qui vont dans ce sens? Une volonté de l'écarter. Alors ça, c'est vraiment le nœud de l'affaire. Ghosn et sa défense parlent clairement d'un complot. Monté par une partie de la direction de Nissan, peut-être avec l'appui de certains milieux nationalistes japonais, voire du gouvernement. Dans quel but? Double objectif, selon eux. D'abord, empêcher une fusion plus poussée entre Renault et Nissan que Ghosn semblait vouloir, et ensuite, tout simplement, reprendre le contrôle japonais sur Nissan. Et il y a des faits qui étayent ça? On sait que des cadres de Nissan ont activement collaboré avec les procureurs japonais pour monter le dossier d'accusation. C'est un fait. Maintenant, est-ce que c'était un complot orchestré de A à Z ou plutôt une convergence d'intérêts pour se débarrasser d'un patron devenu trop puissant, trop encombrant? La question reste ouverte. Mais ça montre bien les tensions internes, le nationalisme économique. Et tout ça mène à novembre 2018, l'arrestation. Racontez-nous, ça aussi, c'est digne d'un film. Ah oui, c'est spectaculaire. Gosn est appelé à Tokyo pour une réunion, soi-disant urgente, organisée par la direction de Nissan. Il arrive en jet privé à l'aéroport de Haneda. Et là, Et là, à la descente de l'avion, il est accueilli par les procureurs du bureau spécial de Tokyo. Arrêté sur le tarmac, ou presque. Tout est confisqué. Passeport, téléphone, direct en garde à vue. Impossible de contacter qui que ce soit au début, même pas un avocat. et Nissan, l'entreprise qui l'a sauvé, quelle est sa réaction? Elle est immédiate et brutale. Quelques jours à peine après l'arrestation, le conseil d'administration de Nissan vote, à l'unanimité, pour l'évincer de la présidence. Ah oui, L'entreprise le lâche publiquement et semble collaborer à fond avec l'accusation. Pour Gosn, c'est vécu comme la trahison suprême, évidemment. quand même. Et ensuite, l'abus de confiance aggravé, c'est-à-dire avoir utilisé l'argent de Nissan pour des dépenses personnelles. Achat ou rénovation de résidences de luxe à Beyrouth, Rio, Paris, Amsterdam, paiement de services divers. S'ensuit alors une détention qui a fait beaucoup parler, très critiquée à l'international. Les conditions étaient si dures. Oui, ça a vraiment mis en lumière la sévérité du système judiciaire japonais. Ce qu'on appelle parfois la justice de l'otage. Gosn a passé en tout près de 130 jours en détention provisoire. 130 jours. Oui, et la majeure partie du temps en isolement quasi total. Petite cellule, sans fenêtre, une douche par semaine, 30 minutes de sortie par jour. Et des interrogatoires quotidiens, longs, répétitifs, souvent sans avocat. Le but, selon sa défense, était de le faire craquer, d'obtenir des aveux. Il a même été libéré, puis réarrêté. Exactement. Libéré sous caution une première fois, puis arrêté de nouveau quelques jours plus tard sur de nouvelles charges. Retour à l'isolement. Un traitement très dur. C'est après tout ça, une fois libéré sous caution, mais assigné à résidence à Tokyo, avec une surveillance très stricte, qu'il a dû se dire « je dois partir ». Il n'y croyait plus. C'est ce qu'il dit. Assigné à résidence, surveillé 24/7, interdit de voir sa femme Carole sans permission spéciale, communication ultra limitée, il s'est senti piégé. Il était persuadé, dit-il, que le procès était perdu d'avance. Le taux de condamnation au Japon est de plus de 99%. Ah oui, effectivement, donc face à la perspective de 15 ans de prison, il a pris cette décision folle. S'évader. Fin décembre 2019. Et l'évasion, là on est carrément dans un film d'espionnage. Comment ça s'est passé?
C'est une opération incroyable, c'est vrai. Très bien préparée, une équipe internationale avec d'anciens des forces spéciales américaines comme Michael Taylor et son fils. Ils ont trouvé une faille. Une faille de sécurité. Oui, à l'aéroport du Kansai, près d'Osaka. Apparemment, les contrôles sur les bagages très volumineux pour les jets privés étaient moins rigoureux. Pas de passage systématique au rayon X. Et donc, concrètement, Le 29 décembre 2019, Gozne quitte sa résidence surveillée à Tokyo. Discrètement. Il prend le Shinkansen, le TGV japonais, jusqu'à Osaka. Là, il retrouve ses complices dans un hôtel près de l'aéroport. et le plan c'était quoi? La fameuse caisse? C'est ça. Le cacher dans une grande caisse noire. Une caisse de matériel audio ou de concert, apparemment. Avec Gozne dedans. Ils avaient percé des trous pour qu'il respire. Incroyable. Cette caisse a été chargée avec d'autres bagages dans un jet privé. Sans être scannée ni vraiment fouillée. Et hop, décollage pour Istanbul. L'audace est folle. Et d'Istanbul, direct au Liban. Voilà. Changement d'avion rapide, discret à Istanbul. Un autre jet l'attendait, direction Beyrouth. Il atterrit au Liban le 30 décembre 2019. Le choix du Liban n'est pas anodin, j'imagine. Pas du tout. C'est stratégique. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Et Gozne a la triple nationalité. Libanaise, française, brésilienne. Donc, à Beyrouth, il retrouve sa femme, sa famille, il se sent en sécurité. Loin de la justice japonaise. Et il a même fêté le Nouvel An, libre, enfin, presque, Presque libre, oui. parce que ça ne s'arrête pas là. Comment il justifie cette fuite publiquement? Il donne une grande conférence de presse à Beyrouth, début 2020, très médiatisée. Et son message est clair. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice. Il attaque très violemment le système judiciaire japonais, qu'il traite de moyenâgeux, de partial. Et il accuse de nouveau Nissan et le gouvernement japonais de complot. J'imagine que le Japon n'a pas apprécié. Officiellement son extradition au Liban. Ils émettent un mandat d'arrêt international via Interpol. Mais le Liban refuse. Le Liban refuse de livrer son citoyen. Gozne est même reçu par le président libanais de l'époque, Michel Aoun. C'est un signe fort de soutien local. Ça crée une vraie crise diplomatique entre Tokyo et Beyrouth. Et ces situations semblaient un peu bloquées, comme ça, jusqu'à ce rebondissement récent, revenu de France cette fois. C'est quoi exactement? Oui, ça c'est un développement très important. La justice française enquêtait aussi, depuis des années, sur des flux financiers jugés suspects, notamment via une société à Oman, un distributeur de Renault. Et qu'est-ce qu'on lui reproche en France? Les juges soupçonnent des abus de biens sociaux, utiliser l'argent de l'entreprise à des fins privées, et du blanchiment, pour un montant autour de 15 millions d'euros. Et sur cette base, en avril 2022, la France a émis son propre mandat d'arrêt international contre lui via Interpol. Et ça change tout. Pourquoi ce mandat français est différent? Parce que, à la différence du Japon, il existe un traité d'extradition entre la France et le Liban. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il sera extradé demain matin. C'est complexe, ça dépend de décisions politiques, judiciaires, au Liban. Mais la menace est plus réelle. Beaucoup plus concrète, oui. Gozne ne peut plus sortir du Liban sans risquer d'être arrêté. Et puis, il y a l'influence historique de la France au Liban qui pourrait jouer. Disons que l'étau judiciaire international s'est clairement resserré. C'est une histoire complètement folle quand on y pense. Du sommet du Gotha mondial des affaires à cette vie de fugitif traqué par 2 pays maintenant. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Quelles leçons on peut en tirer? Il y a plusieurs choses, je crois. D'abord, ça montre de manière assez crue la complexité, les jeux de pouvoir intenses, la brutalité parfois, dans le monde des très grandes entreprises mondialisées, des alliances internationales. Les coulisses du pouvoir économique. Voilà. Ensuite, ça souligne le poids des frictions culturelles, du nationalisme économique, même à notre époque de globalisation. L'alliance Renault-Nissan, c'était fragile sur ce plan-là. On voit aussi comment le pouvoir peut isoler, peut-être corrompre, ou en tout cas susciter des rejets très violents. Et les systèmes judiciaires? Oui, ça pose des questions fondamentales sur les limites, les différences entre les systèmes judiciaires nationaux face à des affaires comme ça transnationales. La justice n'est pas la même partout, et l'évasion de Gozne montre de façon spectaculaire. Et ça nous laisse avec cette grande question pour la suite. Avec ce mandat d'arrêt français, ce traité d'extradition qui existe, même si c'est compliqué, on sent que la pression augmente. Quelle peut être la prochaine étape pour Carlos Ghosn? Est-ce que son refuge libanais tiendra? Ou est-ce qu'on approche d'un nouveau chapitre, peut-être le dernier, de cette saga complètement hors norme? La question reste posée.